Une jeune femme, en chemise de flanelle usée, les bottes encore couvertes de boue séchée, se tenait au cœur du centre de commandement militaire le plus avancé de toute la région. Le général l'observa un instant, un sourire mince et amusé effleurant son visage. « Nous disposons de satellites, de supercalculateurs et d'une équipe entière d'ingénieurs, » déclara-t-il. Elle se contenta de secouer la tête. « Je n'ai pas besoin d'ordinateur. » La salle éclata de rire. Sur l'un des écrans principaux, un compte à rebours brillait d'un rouge agressif. 60 secondes avant une défaillance généralisée de la base. Personne, absolument personne, ne savait que cette jeune femme venue d'une exploitation agricole était la seule à comprendre ce qui allait se produire. Et lorsque l'aiguille atteignit 0, l'ensemble de la base sombra dans un silence total. Le Highstone Strategic Command Facility n'était censé figurer sur aucune carte. Enfoui dans le granit des Blue Ridge Mountains, il coordonnait les systèmes de défense de 3 États, gérait 73 flux satellites et effectuait des analyses de menaces en temps réel grâce à des processeurs quantiques. 214 des esprits les plus brillants de l'armée y travaillaient. Le général Richard Callahan dirigeait cette installation depuis 6 ans sans avoir connu la moindre défaillance critique. Jusqu'à aujourd'hui. Le plateau principal vibrait d'une efficacité parfaitement maîtrisée. Des rangées de consoles baignaient la pénombre d'une lumière bleutée. Les analystes murmuraient dans leurs micros. D'immenses écrans muraux affichaient, à la milliseconde près, les données météo, le trafic aérien et les évaluations de menaces. Le capitaine Evan Cole s'approcha de la plateforme d'observation du général. « Mon général, la consultante civile est arrivée. » Callahan ne leva même pas les yeux de son affichage tactique. La quoi ? La consultante, celle mentionnée dans le rapport d'incident d'il y a 3 semaines. Cole déplaça légèrement son poids d'un pied sur l'autre. Les services environnementaux ont détecté une anomalie dans les capteurs de ventilation. En remontant la piste, on est tombé sur une plainte déposée auprès du comté. Et c'est comme ça qu'on l'a fait venir ici, dans une installation classifiée. Le directeur Alan Whitmore a validé. Il a dit que ça valait bien 5 minutes. Callahan tourna enfin la tête. Dites-moi que ce n'est pas une écologiste convaincue, persuadée que nos ventilateurs dérangent les élans. Le silence de Cole répondit à sa place. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Anna Miller entra sur le plateau des opérations, vêtue d'un pantalon de travail en toile et d'une veste en jean passée par le soleil. Ses bottes laissèrent de petites traces de terre sur le béton parfaitement poli. Elle ne portait ni mallette, ni tablette, aucun signe d'autorité, seulement un badge d'accès temporaire accroché à son col. À 26 ans, elle semblait totalement déplacée. Les conversations cessèrent, les regards se tournèrent vers elle. Callahan descendit de sa plateforme et lui tendit la main, dans un geste plus formel que chaleureux. « Mademoiselle Miller, merci d'être venue. Je suis certain que nous pourrons régler vos inquiétudes très rapidement. » Elle lui serra la main. Sa poigne, ferme et calleuse, le surprit. « Merci de me recevoir, mon général. » Il acquiesça brièvement. « Votre famille exploite une ferme, si je ne me trompe pas. Serre, hydroponie, contrôle climatique, un peu d'agriculture verticale, environ 40 acres, près de l'Ashford Valley. Fascinant. » Le ton trahissait clairement le contraire. « Concernant vos relevés de ventilation, reprit Anna, ils ne sont pas aléatoires. » Cole fit apparaître un écran de données. « Madame, nos ingénieurs environnementaux ont analysé les courbes. Aucune corrélation avec des facteurs externes. Ce sont des variations d'équipement parfaitement dans les tolérances. » Anna regarda l'écran, puis leva les yeux vers les systèmes de traitement d'air visibles derrière les parois vitrées du mur ouest. « Depuis combien de temps ces fluctuations existent-elles ? 6 semaines. Au départ, c'était infime, presque imperceptible, et ça empire tous les quelques jours. » Cole cligna des yeux. « Comment est-ce que vous... » Et le motif change selon l'heure de la journée. La salle devint soudainement silencieuse. Callahan croisa les bras. « Jeune femme, nous avons ici des ingénieurs titulaires de doctorat et des systèmes de diagnostic qui valent plus cher que la maison de la plupart des gens. S'il y avait un motif, nous l'aurions trouvé. » Anna ne réagit pas à la condescendance. Elle se mit à marcher lentement sur le plateau, ignorant les écrans pour observer autre chose. Les faisceaux de câbles au plafond, la disposition des bouches de refroidissement,
une vibration presque imperceptible dans le sol que personne d'autre ne semblait remarquer. « Vous avez récemment augmenté la charge de calcul, dit-elle calmement. De nouveaux systèmes sont entrés en service. » Le général se raidit imperceptiblement. « De nouveaux systèmes sont en ligne. »« C'est classifié, » répondit rapidement le capitaine Evan Cole. « Mais vous l'avez fait, » répliqua le général Richard Callahan, la mâchoire se crispant. Il se tourna vers elle, le ton désormais tranchant. « Mademoiselle Miller, je respecte votre intuition, mais vous êtes dans une installation militaire qui repose sur des technologies que vous ne pouvez tout simplement pas comprendre. Nous prendrons vos remarques en considération. Le capitaine Cole va vous raccompagner. » Un signal d'alerte pulsa alors dans la salle. Tous les regards se braquèrent instantanément vers l'écran principal. Anna Miller s'immobilisa. Elle fixait quelque chose que les autres n'avaient pas encore perçu. L'alerte était discrète, 2 carillons doux, presque anodins, que la plupart du personnel ignorait. Mais le visage de l'analyste principale, Linda Zhao, se vida soudain de toute couleur lorsqu'elle ouvrit le code source sur son terminal. « Mon général, nous avons une erreur de synchronisation sur le réseau satellite principal. » Callahan se précipita à son poste. « Définissez erreur. » Le flux de télémétrie d'Ecosept accuse un retard de 3 millisecondes. C'est insignifiant. Oui, monsieur, sauf que ses doigts volaient déjà sur le clavier. Echo 3 et Echo 11 présentent maintenant le même décalage. Cole les rejoignit. Aucun phénomène atmosphérique, pas de l'air. Les satellites eux-mêmes sont stables. Linda enchaîna les diagnostics. Le problème vient de notre équipement de réception, mais matériellement tout est impeccable. De l'autre côté de la salle, le lieutenant Michael Kowalson lança depuis son poste. Le radar terrestre signale des pertes intermittentes de suivi. Secteur nord-ouest. Durée ? Exigea Callahan. Quelques millisecondes, mais c'est déjà arrivé 4 fois en moins de 2 minutes. Anna n'avait pas bougé. Elle restait parfaitement immobile, la tête légèrement inclinée. Elle écoutait. Le centre de commandement baignait dans un bourdonnement continu. Le souffle régulier des systèmes, le murmure des ordinateurs, l'air filtré qui circulait dans les conduits. La plupart des gens cessèrent d'y prêter attention après 1 heure. Le son devenait un décor, invisible. Mais Anna avait passé sa vie à écouter des systèmes. Une serre est un écosystème complexe. Température, humidité, circulation de l'air, nutriments. Chaque élément possède sa propre signature sonore. Elle avait appris très jeune qu'on pouvait entendre une pompe commencer à faiblir 3 jours avant la panne. Qu'un sifflement précis dans la ventilation signifiait qu'un filtre devait être remplacé. Que la croissance saine avait un rythme que les plantes malades n'avaient pas. Cette salle aussi avait un rythme. Et il était faux. « Mon général, insista Linda Zhao, nous avons maintenant des conflits de données. Ecoset localise le même appareil à 2 positions différentes en même temps. C'est impossible, rétorqua Cole. Je sais, mais c'est ce que le système affiche. Callahan reprit ce calme froid qui faisait sa réputation. Ingénierie, état du réseau de processeurs quantiques. La voix qui répondit était tendue. Nous observons de légères dérives temporelles, mon général. Rien qui devrait affecter les opérations. Légères ? De l'ordre de la nanoseconde. Comme si le système hoquetait. C'est à ce moment-là qu'Anna se mit en mouvement, pas précipitamment, avec détermination. Elle s'approcha de la zone technique, s'arrêta près d'un boîtier de jonction, fixé près du sol, s'agenouilla et posa la paume de sa main contre le métal froid. Cole le remarqua aussitôt. « Madame, je vous prie de ne pas toucher... » « Quand avez-vous modernisé le système de refroidissement ?» demanda Anna. « Ce n'est pas pertinent. »« Quand ?» Linda consulta rapidement ses dossiers. « Il y a 6 semaines, nous avons installé un nouveau circuit de refroidissement liquide pour l'extension des processeurs. » Anna hocha lentement la tête. « Et les anomalies de ventilation ont commencé le même jour. »« Une coïncidence, » répondit Callahan sans hésiter. Mais à cet instant, le chef ingénieur, le docteur Thomas Reynolds, venait de rejoindre le groupe. Cinquantaine, avancé, esprit méthodique, regard vif. Il observa Anna avec curiosité, non avec mépris. « Qu'est-ce que vous pensez observer ?» demanda-t-il. Anna se releva. « Je n'observe pas. Je ressens. » Il attendit. « Votre nouveau système de refroidissement a modifié le gradient thermique du site. Cela a changé la manière dont l'air circule dans les conduits. Et cette modification a créé des variations de pression qui affectent vos capteurs
d'une façon que vos programmes de diagnostic ne détectent pas, parce que c'est trop fin, trop spécifique. Reynolds fronça les sourcils. Nos capteurs sont protégés contre les interférences électromagnétiques, pas contre les variations physiques de pression. Au début, ces variations sont infimes, répondit Anna, mais dans des systèmes comme le vôtre, tout s'amplifie. Chaque mesure influence le calcul suivant. Chaque calcul alimente un autre système. Les petites erreurs s'accumulent. Autour d'eux, la salle entière s'était tue. Tout le monde regardait désormais. Callahan s'interposa entre eux. « Docteur Reynolds, votre évaluation. » L'ingénieur hésita. « Théoriquement, c'est possible. Mais nos protocoles de correction d'erreurs devraient empêcher toute amplification. À cet instant précis, tous les écrans du centre de commandement virèrent au rouge. La sirène qui retentit n'avait plus rien de discret. Elle était assourdissante. L'éclairage de secours s'enclencha, noyant le plateau opérationnel dans une lumière blanche et crue. La voix de Linda Zhao fendit le vacarme. Défaillance systémique en cascade, plusieurs réseaux signalent des erreurs critiques. La formation de commandement de Callahan prit immédiatement le dessus. « Parlez-moi. Qu'est-ce qu'on a ?» « Les erreurs de synchronisation des processeurs deviennent exponentielles, » répondit Linda, les mains fébriles sur les commandes. « Elles se propagent à tous les systèmes connectés. Satellites, radars, communications. Tout est en train de se désynchroniser. » Le capitaine Evan Cole fit apparaître un schéma d'architecture système. Comment est-ce possible ? Chaque réseau possède ses propres contrôles d'erreurs. Thomas Reynolds était déjà penché sur sa console d'ingénierie. Parce qu'ils utilisent tous la même horloge quantique comme référence. Si cette horloge est perturbée, alors chaque système mesure le temps différemment. Même s'ils pensent être parfaitement synchronisés, conclut Anna Miller à voix basse. Tous se tournèrent vers elle. Elle se tenait légèrement à l'écart, les bras croisés, observant les écrans. Son expression n'était pas celle de la panique, mais de quelque chose de plus troublant encore. La reconnaissance. « Vous avez déjà vu ça ?» dit Reynolds. Ce n'était pas une question. « À une autre échelle, » répondit Anna, « dans une serre. Le système d'irrigation s'était déréglé. Les pompes fonctionnaient, le logiciel aussi. Mais les capteurs environnementaux donnaient des valeurs légèrement fausses. Température, humidité du sol. Chaque système corrigeait à partir de données erronées et empirait la situation. Qu'est-ce qui a réglé le problème ? Demanda Reynolds. On a tout arrêté. On a laissé le système revenir à un état neutre. Puis on a redémarré chaque composant, un par un, manuellement. Cole secoua la tête. Avec tout le respect que je vous dois, madame, ici ce n'est pas une serre. On ne peut pas arrêter des systèmes de défense nationale sur un pressentiment. Ce n'est pas un pressentiment, répondit Anna, toujours aussi calme. Vous avez toutes les données. Vous ne les lisez simplement pas correctement. La patience de Callahan céda net. Jeune femme, j'ai ici 178 ingénieurs titulaires de doctorat. Des systèmes de diagnostic conçus par les meilleurs esprits de la technologie. Et vous êtes en train de me dire qu'ils ont tous tort, parce que vous ressentez quelque chose ? Anna soutint son regard sans ciller. Je dis que parfois, des gens très intelligents construisent des systèmes si complexes qu'ils ne voient plus les problèmes simples. Ce n'est pas un problème simple, rétorqua Callahan. Si, justement. Anna désigna l'écran principal. Votre nouveau système de refroidissement a modifié la dynamique thermique. Cela a changé la pression de l'air. La pression a faussé les capteurs. Les capteurs ont transmis de mauvaises données. Vos mécanismes de correction ont essayé de compenser en partant du principe que les erreurs étaient aléatoires alors qu'elles sont systématiques. C'est de la spéculation, insista Cole. Non, dit Reynolds lentement. C'est une hypothèse parfaitement valable. Callahan se tourna brusquement vers lui. Vous prenez ça au sérieux, docteur ? Regardez la distribution des erreurs. Reynolds mit en surbrillance plusieurs blocs de code. Elle a raison. Ce n'est pas aléatoire. Il y a un motif. Nous avons traité ça comme du bruit, alors que c'était un signal. La voix de Linda Zhao monta d'un cran. Mon général, alerte critique entrante, le système vient d'identifier une menace prioritaire qui n'existe pas. Il analyse des données fausses. Pouvez-vous passer en manuel ? Exigea Callahan. J'essaie, mais le système refuse toute entrée. Il considère que je suis l'erreur. Anna s'avança d'un pas. Il se protège. Comment ça ? Vous l'avez conçu pour ignorer les erreurs humaines en situation de stress élevé.
Callahan la fixa. Comment diable connaissez-vous nos protocoles ? Je ne les connais pas, répondit-elle simplement, mais si j'avais conçu un système aussi intelligent, c'est exactement ce que j'aurais fait. Anna s'approcha du poste de Linda. Je peux ? Linda regarda Callahan. Il hocha brièvement la tête. Hannah observa l'écran. Non pas les chiffres, mais la manière dont il s'affichait, la fréquence de rafraîchissement, le fait que certaines valeurs se mettaient à jour plus vite que d'autres. « Vous êtes en train de lutter contre lui, » dit-elle. « Contre quoi ?» demanda Cole. « Contre le système. Il essaie de se stabiliser, mais à chaque correction que vous entrez, il l'interprète comme une nouvelle erreur et s'éloigne encore davantage de l'état de référence. » Le scepticisme se lisait clairement sur le visage du capitaine Evan Cole. « Donc, votre solution serait de ne rien faire ? » ? Non. Ma solution, c'est d'arrêter de faire n'importe quoi. La voix du général Richard Callahan venait de tomber dans un registre dangereusement calme. Et vous pensez savoir, vous, quelle est la bonne chose à faire. Je sais surtout que vous ne le savez pas, répondit Hannah Miller sans hausser le ton. La salle se figea. Il n'y avait plus que les alarmes. Puis la voix du lieutenant Michael Kowalson jaillit depuis son poste. « Mon général, le système vient d'initier une procédure de confinement total de la base. Il nous reste 60 secondes avant l'activation des protocoles automatiques. » L'affichage principal changea brusquement. Tous les écrans montrèrent la même chose. Un compteur défilant à partir de 60 secondes. En dessous, un texte froid, clinique. Protocole de défense automatisé activé. Tous les systèmes entrent en mode sécurisé. « C'est quoi le mode sécurisé ?» exigea Cole. Le visage du docteur Thomas Reynolds devint livide. Un dispositif de dernier recours. Si le système estime qu'il y a eu une compromission critique, il verrouille l'ensemble de l'installation et efface toutes les données temporaires pour empêcher toute infiltration. « On peut l'arrêter ?» demanda Callahan. « Pas d'ici. Il faut une autorisation de commandement depuis 3 terminaux distincts, simultanément. » Callahan était déjà en mouvement. « Alors mettez-moi ces terminaux en ligne. » Justement, c'est ça le problème. Reynolds désigna son écran. Le système a marqué toutes les entrées opérateurs actuelles comme compromises. Il n'acceptera aucune commande avant la réinitialisation. Forcez-le. Impossible. C'est le principe même du protocole. Il est irréversible. Le compteur passa à 48 secondes. Le poste de Linda Zhao s'illumina de nouvelles alertes. Ce n'est pas seulement les données que nous allons perdre, mon général. Quand le mode sécurisé s'enclenche, l'alimentation principale des systèmes non essentiels est coupée pour forcer un redémarrage à froid. Non essentiel, demanda Callahan, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Support vital, communication, verrouillage des portes, tout ce qui ne relève pas directement de l'infrastructure de défense critique, répondit Cole, la voix tendue. Combien de temps avant que ces systèmes reviennent en ligne ? 4 heures minimum, peut-être 8. Il y a du personnel dans toute la base. Je sais. La voix d'Anna s'éleva au milieu du chaos. Vous devez arrêter la réinitialisation. Merci pour cette contribution brillante, lança sèchement Callahan. Non. Je veux dire, vous devez arrêter d'essayer de l'arrêter. Tous les regards se tournèrent vers elle. Le compteur affichait 35 secondes. Reynolds s'approcha d'elle. Expliquez. Vite. Votre système pense être attaqué parce que vous lui envoyez constamment des entrées qu'il ne reconnaît pas comme valides. Chaque tentative de correction ressemble à un vecteur d'attaque. Vous confirmez exactement ce qu'il redoute. Donc on le laisse nous enfermer ? S'emporta Cole. Non. Vous cessez de vous battre contre lui et vous commencez à travailler avec lui. C'est du charabia, protesta Cole, mais Reynolds hochait lentement la tête. Elle veut dire que nous devons lui fournir des entrées, qu'il considérera comme légitimes, ne plus chercher à contourner le protocole, mais satisfaire ses critères de sécurité. Comment ? Demanda Linda. Il refuse toute authentification. Nos identifiants sont rejetés. Anna avança jusqu'au centre de la salle, observant la mosaïque d'écran. De quoi le système a-t-il besoin pour lever l'alerte ? D'une confirmation qu'il n'existe aucune menace réelle, répondit Reynolds. Et vous ne pouvez pas lui donner cette confirmation parce que vous utilisez les capteurs, l'interrompit Anna. Les mêmes capteurs qui fournissent des données fausses. 27 secondes.
Pouvez-vous isoler les systèmes ? Demanda-t-elle. Comment ça ? Pouvez-vous séparer le protocole de sécurité des capteurs environnementaux ? Les doigts de Reynolds s'abattirent donc sur le clavier. Peut-être, si je reroute via le système de secours. Mais il faudrait savoir quel capteur provoque la cascade d'erreurs. Tous, répondit Anna. C'est impossible. Il faudrait désactiver l'ensemble du réseau de surveillance environnementale. Callahan s'interposa aussitôt. Absolument pas. On volerait à l'aveugle. Anna le fixa droit dans les yeux. Vous êtes déjà aveugle. Vos instruments vous mentent. Et dans quelques secondes, vous allez enfermer une base militaire entière et piéger tout le monde à l'intérieur. Parce qu'un ordinateur est confus. Elle marqua une pause. Qu'est-ce qui est le plus dangereux ? Être aveugle pendant quelques minutes ou rester enfermé pendant 8 heures ? Le compteur indiquait 19 secondes. La mâchoire du général se crispa. Les décisions de commandement étaient censées se prendre sur des données, des analyses, des certitudes, pas sur la confiance accordée à une agricultrice arrivée 20 minutes plus tôt. La voix de Linda Zhao trembla. « Mon général, il faut décider maintenant. » Anna parla doucement, mais sa voix traversa la tension comme une lame. « Général, vous m'avez fait venir ici parce que quelque chose n'allait pas. Vous saviez déjà que vos systèmes ne vous disaient pas la vérité. Général, vous m'avez fait venir ici parce que quelque chose clochait. Vous saviez que vos systèmes ne disaient pas toute la vérité. Faites confiance à cette intuition. 15 secondes. Le général Richard Callahan ferma les yeux, une fraction de seconde, puis les rouvrit. Dr Reynolds, faites ce qu'elle dit. Les mains de Reynolds restèrent suspendues au-dessus du clavier. Monsieur, pour être parfaitement clair, vous voulez que je désactive tous les capteurs environnementaux de l'installation. Faites-le. Température, pression, débit d'air. Je sais exactement ce que cela implique, docteur. 12 secondes. Reynolds lança la procédure d'arrêt. Son écran clignota aussitôt en rouge. Accès refusé. Le système me bloque. Pourquoi ? Lança Evan Cole. Parce que désactiver les capteurs correspond exactement au comportement attendu d'un attaquant avant un sabotage. Hannah s'avança brusquement. Où est la jonction physique ? Quoi ? Les capteurs passent par un réseau matériel. Où se trouve le boîtier principal ? Reynolds désigna une porte portant la mention « Accès maintenance ». Sous niveau 2, couloiret. Mais vous ne pouvez pas simplement... Hannah était déjà en mouvement. Cole lui barra le passage. Vous n'avez pas l'autorisation pour cette zone. Alors venez avec moi. 8 secondes. Callahan prit sa décision. Cole, accompagnez-la. Dr Reynolds, guidez-les par radio. Ils se mirent à courir. Le couloir de maintenance était étroit, tapissé de conduites et de faisceaux de câbles. Les bottes de Hannah résonnaient sur le caillebotis métallique. Cole la talonnait, parlant dans sa radio. Reynolds, où exactement ? À une quinzaine de mètres. Panneau marqué EC7, il faudra un code de sécurité. Lequel ? 794, Delta 3. 5 secondes. Cole entra le code. Le panneau s'ouvrit, révélant un immense boîtier de jonction saturé de connexions. Hannah l'examina à peine 2 secondes. « Lesquels sont environnementaux ?» demanda-t-elle. Cole pâlit. Je ne sais pas. « Les bornes bleues », répondit la voix de Reynolds dans la radio. « Mais vous ne pouvez pas... » « Je sais très bien comment le système va interpréter ça, » coupa Hannah. 3 secondes, sa main se posa sur le groupe de connecteurs bleus. « Général, j'ai besoin de votre autorisation. » La voix de Callahan retentit dans la radio de Cole, ferme, sans hésitation. « Autorisation accordée. Faites-le. 2 secondes. » Hannah arracha toutes les connexions bleues d'un seul geste. Les lumières du couloir vacillèrent. Le signal sonore du compte à rebours changea de tonalité. 1 seconde, puis le silence. La radio de Cole grésilla. La voix de Linda Zhao. « Mon général, le compte à rebours s'est arrêté. À combien ? 0. Mais la réinitialisation ne s'est pas déclenchée. »« Pourquoi ? » demanda Callahan. La voix de Reynolds se joignit à la communication, chargée d'étonnement. « Parce que le système vient de recevoir ce qu'il interprète comme une ligne de base parfaite. Toutes les données environnementales sont passées simultanément à neutre. Pour lui, tout s'est stabilisé. »« Ça a fonctionné ? » demanda Callahan. « Nous sommes toujours opérationnels, le support vital fonctionne, les systèmes informatiques sont actifs. » Une pause. « Mais nous n'avons plus aucun monitoring environnemental.
Zéro visibilité sur la température, la pression, la circulation de l'air. Les systèmes de défense, satellites, radars, communication, tout revient en ligne. Et c'est stable. Les erreurs de synchronisation se corrigent. Dans la lumière blafarde du couloir, Cole regarda Anna. Elle respirait fort, les mains encore posées sur le boîtier désormais vide. « Comment saviez-vous que ça marcherait » demanda-t-il. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle suivait du regard les câbles, comme si elle en retraçait mentalement les racines. « Je ne le savais pas », finit-elle par dire. « Pas avec certitude. » Alors pourquoi ? Elle se tourna vers lui. Parce que le système n'était pas défectueux, il était surchargé. Vous avez construit quelque chose de si intelligent qu'il ne savait plus faire la différence entre de mauvaises données et une mauvaise réalité. Alors je lui ai donné la seule chose avec laquelle un ordinateur ne peut pas argumenter. Et c'est ? Rien. Une page blanche. L'absence de données vaut mieux que de fausses données. La radio de Cole grésilla de nouveau. « Capitaine, ramenez-la au centre de commandement, immédiatement !» Ils repartirent en silence. Lorsqu'ils débouchèrent sur le plateau des opérations, tous les regards étaient braqués sur les écrans. Les systèmes de la base se stabilisaient, une à une, les erreurs disparaissaient. Et Hannah Miller, la jeune agricultrice aux bottes couvertes de boue, se tenait au centre de tout cela. Le général Callahan s'approcha lentement. « Mademoiselle Miller, vous venez de sauver cette installation. »« Peut-être, » répondit-elle simplement. « Ou peut-être que vos systèmes auraient fini par comprendre tout seuls. » Callahan la fixa. « Je n'y crois pas. » Pour la première fois, Hannah Miller laissa apparaître une émotion, un léger sourire, presque imperceptible. « Je n'ai pas besoin d'ordinateur, mon général, mais je les comprends. Ce n'est pas la même chose, le centre de commandement demeura plongé dans ce calme étrange qui suit une catastrophe évitée de justesse. Pourtant, l'expression du docteur Thomas Reynolds laissait deviner que tout n'était pas réglé. « Monsieur, nous avons encore un problème. » Callahan se retourna vivement. « Encore un ? Nous avons stoppé la réinitialisation, mais nous n'avons pas corrigé la cause profonde. » Reynolds fit apparaître un schéma complexe de l'architecture du système. La synchronisation des processeurs quantiques est toujours instable. Nous avons traité les symptômes en supprimant les mauvaises données des capteurs. Mais la maladie est toujours là. Expliquez-moi ça simplement, docteur. Le réseau de processeurs est comme un cœur qui bat de manière irrégulière. Nous avons empêché l'arythmie d'affecter le reste du corps, mais le cœur lui-même reste malade. Si nous remettons les capteurs environnementaux en service sans corriger le problème de timing central, nous reviendrons exactement au point de départ. Et nous avons besoin de ces capteurs, ajouta Linda Zhao. Impossible de fonctionner durablement sans connaître la température interne, la pression, la qualité de l'air. Combien de temps avons-nous ? Coupa Callahan. Reynolds consulta ses écrans. Dans la configuration actuelle, 6 heures, peut-être 8 avant que de vrais problèmes apparaissent. Ensuite, il faudra soit réparer la synchronisation des processeurs, soit évacuer la base. Le capitaine Evan Cole siffla doucement. Évacuer ? Cette base héberge des systèmes classifiés pour 3 états. Je le sais, répondit Callahan. Son regard se tourna vers Anna, restée silencieuse, observant l'échange. Vous avez une idée. Ce n'était pas une question. Le système de refroidissement, dit-elle. Il faut le modifier. Le modifier comment ? Revenir à la configuration d'avant la mise à niveau, il y a 6 semaines. Reynolds secoua la tête. Impossible. L'ancien système ne supportait pas la charge thermique du nouveau réseau de processeurs. On surchaufferait en moins d'1 heure. Alors, il faut changer la manière dont le nouveau système fonctionne. Il est réglé pour une efficacité optimale. Pour la température, oui, admit Anna, pas pour la dynamique de pression. Reynolds se pencha vers elle, malgré lui intrigué. Continuez. Elle s'approcha de son terminal, puis hésita. Je peux ? Il hocha la tête. Anna fit apparaître le schéma du système de refroidissement. Non parce qu'elle en comprenait chaque donnée technique, mais parce qu'elle en voyait la logique physique, les tuyaux, les flux, l'emplacement des pompes et des échangeurs thermiques. Vous avez optimisé le système pour un refroidissement maximal avec une consommation énergétique minimale, expliqua-t-elle en suivant les lignes du doigt. Pour cela, vous faites circuler le fluide à des températures et des pressions très précises,
mais ces conditions idéales créent de la turbulence dans les flux d'air autour des équipements. Reynolds inspira profondément. Jetine, et cette turbulence perturbe les capteurs, qui faussent les calculs, qui faussent la synchronisation quantique, parce que les processeurs passent leur temps à corriger des variations environnementales qui n'existent pas réellement. Cole fronça les sourcils. Donc, votre solution, c'est de rendre le système moins efficace ? Non, de le rendre moins précis. Elle se tourna vers Reynolds. Et si vous faisiez circuler le liquide à une température légèrement plus élevée, mais avec une pression beaucoup plus stable, vous consommeriez un peu plus d'énergie, mais vous élimineriez la turbulence. Reynolds lançait déjà des calculs. Thermiquement, ça tient. On resterait dans les marges de fonctionnement. Mais il faudrait reprogrammer le contrôle du refroidissement, recalibrer les débits. Combien de temps ? Demanda Callahan. 3 heures. Peut-être 4. Nous n'avons pas 4 heures. Alors on le fait en 2. La voix de Reynolds avait changé. Ce n'était plus l'hésitation, mais la détermination de quelqu'un qui venait de voir un problème impossible devenir simplement difficile. Callahan trancha aussitôt. Faites-le. Capitaine Cole, vous coordonnez le monitoring environnemental manuel jusqu'au retour des capteurs. Linda, vous travaillez avec le docteur Reynolds sur les modifications système. Tout le monde passe en procédure d'opération manuelle jusqu'à nouvel ordre. La salle s'anima aussitôt dans une activité parfaitement maîtrisée. Hannah fit un pas en arrière, pensant que son rôle était terminé. « Pas vous » dit Callahan. Elle se figea. « Vous restez ici. Si nous reconstruisons ce système sur la base de votre raisonnement, j'ai besoin de vous à portée de voix, là où je peux poser des questions. Je ne suis pas ingénieur, mon général. Non, vous êtes manifestement ce dont nous avions besoin plus que des ingénieurs. » Il désigna une chaise près de sa plateforme de commandement. « Asseyez-vous, c'est un ordre. Même si, techniquement, vous êtes civil. » Hannah Miller s'assit et observa une base militaire entière commencer à se réorganiser autour de la compréhension, très simple et très ancienne, d'une agricultrice sur la manière dont l'air circule dans des conduits. Les 90 minutes suivantes mirent les nerfs de tout le monde à rude épreuve. Le docteur Thomas Reynolds travaillait avec son équipe d'ingénierie dans une frénésie parfaitement contenue. Des lignes de code défilaient sur les écrans. Les schémas du système de refroidissement étaient annotés, recalculés, puis de nouveau modifiés. Le capitaine Evan Cole coordonnait des équipes réparties dans toute l'installation, chargées de vérifier manuellement température, pression et qualité de l'air. C'était un travail que les ordinateurs accomplissaient depuis des années sans que personne n'y pense. Désormais, des êtres humains parcouraient les couloirs avec des appareils portables, annonçant des chiffres que Linda Zhao inscrivait sur un immense tableau blanc. Hannah resta à la place qu'on lui avait assignée, répondant aux questions de plus en plus techniques de Reynolds, avec des réponses qui, elle, ne l'étaient pas du tout. Si j'augmente le débit de 8%, est-ce que ça va déstabiliser le gradient de pression ? Ici, sur la boucle de refroidissement 3, près du boîtier principal des processeurs. Hannah ferma les yeux un instant, visualisant le circuit. Oui, puis elle rouvrit les yeux. Enfin non, le volume d'air dans le puits de ventilation amortira l'augmentation. En revanche, les boucles 1 et 2 seront affectées. Reynolds cligna des yeux. Comment pouvez-vous le savoir ? Parce que l'eau suit toujours le chemin de moindre résistance. Si vous forcez davantage dans la boucle 3, vous réduisez la pression ailleurs. C'est comme pincer un tuyau d'arrosage. L'eau ne disparaît pas. Elle se redistribue. Reynolds la fixa longuement. C'est parfaitement exact. Puis il fronça légèrement les sourcils. Mais vous venez d'expliquer la dynamique des fluides avec une métaphore de tuyau d'arrosage. Il y a une différence ? Demanda Hannah. Il soupira, à moitié amusé. Non ? J'imagine que non. Au bout de 90 minutes, Reynolds se leva de son poste. Mon général, les modifications sont terminées. Nous sommes prêts à les appliquer. Expliquez-moi, ordonna Richard Callahan. Nous avons augmenté la température du liquide de refroidissement de 4 degrés tout en stabilisant la pression et le débit. Le système consommera environ 12% d'énergie supplémentaire, mais la charge thermique restera largement dans les limites acceptables. Surtout, les variations de pression qui perturbaient les capteurs devraient disparaître. Devraient ? Releva Callahan. Les calculs sont solides,
mais nous ne le saurons avec certitude qu'au moment de l'activation et de la remise en ligne des capteurs. Linda Zhao afficha la séquence d'implémentation. Mon général, il s'agit d'un basculement en direct. Nous devons passer de l'ancien refroidissement au nouveau sans perdre la stabilité thermique. Et si le timing est mauvais ? Demanda Cole. Dans le meilleur des cas, on déclenche des alertes thermiques et on doit arrêter. Dans le pire, on endommage les processeurs quantiques. Callahan tourna lentement la tête vers Anna. Mademoiselle Miller. Elle était restée silencieuse pendant toute la discussion technique, mais son attention n'avait pas faibli une seconde. Le timing doit être parfait, dit-elle. On ne peut pas simplement appuyer sur un bouton. Nous le savons, répondit Reynolds. C'est pour cela que nous avons un protocole d'activation séquencé. Justement, vous ne pouvez pas vous fier uniquement au protocole. Anna se leva et s'approcha de l'affichage du système de refroidissement. Votre séquence suppose que tout se produit exactement dans l'ordre programmé. Mais les systèmes physiques ont de l'inertie, une latence. La température du liquide ne change pas instantanément quand vous ajustez un paramètre. Le débit ne se stabilise pas immédiatement quand vous modifiez la pression. Le visage de Reynolds se décomposa légèrement. Elle a la raison. Notre séquence suppose des temps de réponse idéaux, mais en réalité, il faut le ressentir, termina Anna. Observer comment le système réagit et s'ajuster en temps réel. Mais nous n'avons pas de capteur, objecta Cole. Vous avez des gens. Anna désigna le tableau couvert de chiffres manuels. Vos équipes de surveillent la température dans toute la base depuis des heures. Elles savent où sont les zones chaudes, les zones plus froides. Utilisez-les. Callahan comprit immédiatement. Vous voulez une approche hybride, ni totalement manuelle, ni entièrement automatisée. Exactement. L'ordinateur gère la mécanique, conclut-il, mais les humains valident chaque étape avant de passer à la suivante. Cole était déjà sur la radio. Toutes les équipes de surveillance, ici le capitaine Cole, préparez-vous, vous allez devenir nos capteurs pour une opération critique. Toutes les équipes de surveillance, préparez-vous à passer en mode actif. Pendant cette opération critique, vous serez nos capteurs. Le docteur Thomas Reynolds afficha la séquence d'activation et commença à la modifier à la volée. Si nous découpons la procédure en intervalles de 60 secondes, avec validation manuelle à chaque étape, il leva les yeux. Combien d'intervalles ? 12, répondit Richard Callahan. 12 minutes pendant lesquelles nous faisons fonctionner une installation valant plusieurs milliards, à l'œil nu et au thermomètre, remarqua Evan Cole. Oui, mon général. Callahan balaya la salle du regard. Des femmes et des hommes qui avaient passé leur carrière à faire confiance aux ordinateurs se préparaient maintenant à se faire confiance entre eux. Alors tâchons d'être bons. Il activa la communication interne de toute la base, à tout le personnel. Ici, le général Callahan. Pendant les 12 prochaines minutes, nous revenons aux fondamentaux. Aucun ordinateur ne vous dira que vous avez tort. Aucun système ne vous dira que vous vous trompez. Vous rapportez ce que vous voyez, nous faisons confiance à vos observations. Message clair, un chœur de Lidl affirmatif résonna dans les haut-parleurs. Callahan se tourna vers Reynolds. Lancez la séquence. Initialisation, marque 0. Le compte à rebours repartit. Mais cette fois, ils en avaient le contrôle. Le premier intervalle se déroula sans accroc. Reynolds ajusta la température du fluide de refroidissement. Les équipes réparties dans la base annoncèrent des valeurs stables. La température ambiante du centre de commandement resta constante. Intervalle interminé, annonça Linda Zhao. Toutes les zones sont au vert, passage à l'intervalle 2. J'augmente progressivement la pression de débit, déclara Reynolds. Cette fois, la voix du lieutenant Michael Cowalson se fit entendre. Tendu. Poste de surveillance 7. On observe une hausse de température dans le couloir nord, 2 degrés, et ça continue depuis 30 secondes. Les mains de Reynolds se figèrent au-dessus des commandes. Ce n'est pas possible. Les calculs indiquent que le couloir nord a un plafond plus bas. Il devrait... La chaleur s'y accumule différemment, dit Anna calmement. Il faut compenser avec un débit accru vers cette zone. On va perdre de la pression ailleurs, objecta Reynolds. Temporairement, le système va s'équilibrer. Il effectua l'ajustement. 15 secondes plus tard, température en stabilisation, on redescend. Intervalle 2 terminé.
confirma Linda. Et le schéma se répéta. Chaque tranche de 60 secondes apportait un défi nouveau, imprévu par les calculs, mais que Anna semblait anticiper instinctivement. À l'intervalle 5, le puits de ventilation et généra une onde de pression inattendue. Anna fit ouvrir plusieurs trappes de maintenance pour créer un dégagement d'air. À l'intervalle 7, le flux de refroidissement vers le boîtier secondaire des processeurs entra en boucle de rétroaction. Redirigez le flux par le conduit alternatif, suggéra Anna. Ce conduit n'apparaît même pas sur le schéma principal, protesta Cole. Comment savez-vous qu'il existe ? Tous les bâtiments ont des systèmes redondants. Il doit être là. Il l'était. À l'intervalle 9, Reynolds avait cessé de remettre en question ses recommandations. Il les appliquait tout simplement. Puis vint l'intervalle 10. « Mon général », dit Linda Zhao, une alarme parfaitement maîtrisée dans la voix. La température du processeur quantique augmente brutalement. 7 degrés en 20 secondes. Impossible, répliqua Reynolds. Nous sommes en dessous du seuil de charge thermique. L'écran principal montrait la courbe de température qui s'emballait. On arrête, suggéra Cole. On ne peut pas, répondit Reynolds. La séquence est engagée. Si on coupe maintenant, le choc thermique pourrait endommager les processeurs plus gravement qu'une surchauffe. Callahan regarda Anna. Elle fixait l'affichage de température, mais son visage n'exprimait aucune panique, seulement une concentration absolue. « Ce n'est pas une surchauffe, dit-elle. Les chiffres sont faux. » « Comment ça ? » Vous avez reconnecté le premier capteur environnemental il y a 30 secondes. Il est encore en phase de calibration. Cette valeur ne correspond pas à la température réelle. Comment pouvez-vous en être sûr ? Parce que si le processeur était vraiment aussi chaud, on l'entendrait. La salle se tut instantanément. Tout le monde écouta. Le boîtier des processeurs quantiques ne produisait aucun bruit inhabituel. Aucun cliquetis d'alerte, aucun gémissement métallique dû au stress thermique. Reynolds consulta les relevés manuels. Les thermomètres portables indiquent une plage normale. Le capteur envoie de mauvaises données parce qu'il se calibre selon les nouveaux paramètres du refroidissement, conclut Anna. Donnez-lui 30 secondes de plus. 30 secondes semblèrent durer une éternité. Puis la valeur chuta brutalement, revenant à un niveau normal. Intervalle 10 terminé, l'intervalle 11 passa sans incident. Et enfin, ils atteignirent l'intervalle 12, la dernière étape. Reconnecter tous les capteurs environnementaux simultanément et laisser le système de refroidissement modifié prendre le contrôle total. « C'est maintenant », dit le docteur Thomas Reynolds. « Si le problème de synchronisation centrale n'est pas résolu, les erreurs en cascade réapparaîtront en quelques secondes. » « Et si c'est le cas ?» demanda Richard Callahan. Reynolds esquissa un sourire tendu. « Alors nous saurons qu'Anna Miller vient de sauver une base militaire à l'aide de principes que ma grand-mère comprendrait. » Il lança la séquence finale. Aussitôt, chaque écran du centre de commandement se remplit de données. Température, gradient de pression, débit d'air, tout s'actualisait en temps réel. La salle retint son souffle. 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes. La voix de Linda Zhao n'était plus qu'un murmure. Tous les systèmes sont nominaux. Aucune erreur de synchronisation. Aucun conflit de données. Aucune défaillance en cascade. 30 secondes. Le capitaine Evan Cole consulta les flux satellites. Télémétrie d'Ecocept. Parfait. Aucun décalage de synchronisation. 45 secondes. Le lieutenant Michael Kowalson vérifia les radars. Suivi terrestre stable. Aucune anomalie. 60 secondes. Reynolds s'affaissa contre le dossier de sa chaise, ferma les yeux. « Ça a marché », murmura-t-il. « Ça a vraiment marché. » Le centre de commandement éclata en conversation soulagée. Des poignées de main, quelques rires nerveux, mais Anna remarqua quelque chose que personne d'autre ne perçut. La base était devenue silencieuse, pas muette. Les systèmes bourdonnèrent toujours. La ventilation respirait encore. Mais le rythme particulier, qui était faux auparavant, était désormais juste. Le bâtiment sonnait sain. Callahan laissa ses équipes savourer la victoire exactement 3 minutes avant de reprendre le contrôle. « Dr Reynolds, je veux un diagnostic complet. Confirmer que tout ce que nous pensons avoir corrigé l'a réellement été. »« Oui, mon général. »« Capitaine Cole, coordonnez avec toutes les équipes de surveillance.
Je veux une validation indépendante de la stabilité du système dans chaque section de cette installation. À vos ordres. Linda, préparez un rapport d'incident classifié pour le commandement tactique, horodaté, détaillé, complet. Bien reçu. Puis Callahan se tourna vers Anna, restée discrètement à l'écart, observant l'agitation avec une expression de satisfaction calme, sans triomphalisme. Mademoiselle Miller. Mon bureau. Maintenant. Le bureau du général contrastait fortement avec le centre de commandement saturé de technologie. Un large bureau en bois, des fauteuils en cuir, des décorations encadrées au mur. Un endroit où les décisions étaient prises par des êtres humains, pas par des machines. Callahan lui indiqua une chaise. Anna s'assit. Pendant un long moment, il se contenta de la regarder. « Je commande cette installation depuis 6 ans, dit-il enfin. J'ai vu tous les scénarios de crise possibles, toutes les simulations de menaces imaginables. J'ai travaillé avec des experts dans des domaines dont je ne sais même pas prononcer le nom. » Il marqua une pause. « Et en 20 ans de service militaire, je n'ai jamais vu quelque chose comme ce qui vient de se produire. » « Vous parlez de la panne système ?» demanda Anna. « Non. Je parle de vous. » Il se pencha en avant. « Qui êtes-vous, mademoiselle Miller ?»« Je vous l'ai dit. Je dirige une exploitation de serre. C'est ce que vous faites, pas ce que vous êtes. » Il sortit un dossier de son bureau. Son rapport de vérification. 26 ans. Licence en sciences agricoles dans une université publique. Rien d'exceptionnel. Exploitation familiale, 3e génération. Aucun service militaire. Aucune expérience dans le secteur technologique. Aucune habilitation de sécurité, jusqu'à il y a 3 heures. Il releva les yeux. Alors je repose la question. Comment une agricultrice sauve-t-elle une base militaire ? Anna esquissa un léger sourire. Vous voulez la réponse technique ? Ou la vraie réponse ? Les deux. La réponse technique d'abord. Elle réfléchit un instant. J'ai grandi dans des systèmes plus complexes que tout ce qui se trouve dans ce bâtiment. Un écosystème de serre comporte des milliers de variables. Température, humidité, spectre lumineux, concentration en nutriments, pH, CO2, saturation, parasites, vitesse de croissance. Chaque variable influence toutes les autres. Vous changez un élément, vous changez tout. Avec le temps, on apprend à voir les motifs, à comprendre comment se comportent les systèmes complexes. Callahan hocha lentement la tête. Et la vraie réponse ? Le regard d'Anna se fit plus lointain. J'ai appris très jeune que l'équipement le plus sophistiqué du monde ne sert à rien si vous ne comprenez pas ce qu'il mesure. Elle sourit doucement. Mon grand-père a construit notre première serre en 1987. Pas d'ordinateur, pas d'automatisation. Juste du verre, des plantes et beaucoup d'attention. Il entrait dans le bâtiment et pouvait vous dire la température à 1 degré près simplement en ressentant l'air. Il savait quand les plantes avaient besoin d'eau à la couleur de leurs feuilles, pas grâce à des capteurs d'humidité. De l'intuition, diraient certains. Pas vraiment. Un savoir profond, acquis au fil de décennies d'observation attentive. Quand mon père a introduit les ordinateurs et l'automatisation, mon grand-père était méfiant. Mais il nous a transmis une chose essentielle, utilise la technologie, oui, mais ne la laisse jamais remplacer la compréhension. Donc vous avez appris les deux, conclut Callahan. J'ai appris que la technologie augmente les capacités humaines, répondit Anna, mais qu'elle ne remplace jamais le jugement humain. Elle soutint son regard. Vos ingénieurs ont conçu un système extraordinaire, mon général, mais ils l'ont fait si bien qu'ils ont cessé de le remettre en question. Ils ont fini par faire davantage confiance aux données qu'à leur propre sens. Vous ne l'avez pas fait. Je ne pouvais pas. Moi non plus. Je n'ai pas l'éducation nécessaire pour faire aveuglément confiance à des systèmes que je ne comprends pas. Alors je me suis appuyé sur ce que je comprends. Tous les systèmes, aussi sophistiqués soient-ils, obéissent à des lois physiques simples. L'air circule, la chaleur se transfère, la pression s'équilibre. Ces règles ne changent pas parce qu'on ajoute des ordinateurs. Callahan resta silencieux un long moment. « Il y a 3 semaines, dit-il enfin, vous avez déposé une plainte auprès du service environnemental du comté concernant des relevés inhabituels près de nos conduits d'évacuation. » Il leva les yeux vers elle. « Je craignais pour mes cultures. Vos schémas de ventilation avaient changé.
Je pensais que cela pouvait affecter mon propre contrôle climatique. Vous pensiez que j'enquêtais sur vous. En réalité, je protégeais simplement ma serre. Anna haussa les épaules. Je n'avais aucune idée que cette installation existait. Ce sont les services du comté qui ont fait le lien, pas moi. Mais une fois ici, vous avez compris presque immédiatement ce qui se passait. Pas immédiatement, mais les signes étaient évidents. Un mauvais rythme, une pression incohérente, une signature thermique anormale. Comme je l'ai dit, des motifs. Callahan se leva et s'approcha de la baie vitrée donnant sur le plateau opérationnel, bien en contrebas. Mademoiselle Miller, je vais être très franc avec vous. Ce qui s'est produit aujourd'hui n'aurait jamais dû être possible. Une civile n'aurait pas dû être capable de diagnostiquer, encore moins de résoudre, une crise qui a dépassé 200 militaires hautement qualifiés. Il se tourna vers elle. Il y aura des questions, des enquêtes, des gens qui se demanderont si vous n'avez pas, d'une manière ou d'une autre, provoqué le problème pour ensuite le résoudre. La voix d'Anna resta parfaitement calme. « Est-ce ce que vous pensez ? » ?»« Non. » Il revint vers elle. « Je pense que nous avons eu de la chance. Nous avons construit des systèmes si complexes que nous n'étions plus capables de voir nos propres erreurs. Et quelqu'un, avec le bon regard, est arrivé au bon moment. » Il regagna son bureau. « Mais je ne peux pas vous laisser partir comme si de rien n'était. »« Vous me retenez ici ?» demanda Anna. « Je vous propose un emploi. » Elle cligna des yeux. « Pardon ? Un poste de consultante, contrat officiel, accréditation classifiée. Vous travailleriez avec l'équipe du docteur Reynolds sur la revue de conception des systèmes. »« Mon général, je ne suis pas qualifié. Vous venez de sauver cette installation avec des principes que mes ingénieurs n'ont pas su voir. À mon avis, vous êtes surqualifié. » Il sortit un contrat du tiroir de son bureau. « Le Pentagone a dépensé des milliards pour rendre nos systèmes plus intelligents. Il est peut-être temps d'investir un peu d'argent pour être sûr de comprendre ce que cette intelligence signifie réellement. » Anna prit le contrat, sans l'ouvrir. « Je ne suis pas soldate, mon général. Je ne suis même pas vraiment scientifique. Je fais pousser des plantes. C'est précisément pour cela que j'ai besoin de vous. » Callahan s'assit. « La culture militaire valorise la spécialisation. Nous formons des experts dans des domaines de plus en plus étroits. C'est utile. Indispensable même. Mais parfois, il faut quelqu'un qui comprend la vue d'ensemble, quelqu'un capable de voir comment tout s'articule, parce qu'il a passé sa vie à observer des systèmes où tout est connecté. Il désigna le centre de commandement derrière la vitre. Nous avons des ingénieurs systèmes à profusion. Le docteur Reynolds est brillant. Son équipe est brillante. Mais ils ont appris les mêmes méthodes, utilisent les mêmes outils, regardent le monde à travers le même prisme. Aujourd'hui, m'a appris que c'est dangereux. » Il marqua une pause. « Nous avons besoin de perspectives différentes. » Anna resta silencieuse, faisant tourner lentement le contrat entre ses doigts. « Ce qui s'est passé aujourd'hui ne doit plus jamais se reproduire, » poursuivit Callahan. « Mais cela se reproduira ailleurs, tôt ou tard, si nous ne changeons pas notre manière d'aborder les systèmes complexes. » Il la regarda droit dans les yeux. « Vous pourriez nous y aider, en cultivant des plantes, en apprenant à des gens qui l'ont oublié à faire confiance à leur sens autant qu'à leur capteur, en nous rappelant que l'intelligence ne se résume pas à de la puissance de calcul, c'est de la sagesse, de l'observation, et l'humilité de reconnaître ce que l'on ignore. » Anna ouvrit enfin le contrat et en parcourut rapidement les lignes. En voyant le montant indiqué, ses sourcils se soulevèrent. « C'est plus que ce que toute mon exploitation gagne en une année. Vous en vaudriez le double si je pouvais le justifier. » répondit Callahan en s'adossant à son fauteuil. « Réfléchissez-y. Parlez-en à votre famille. L'offre reste valable 2 semaines. » Anna reposa doucement le contrat sur le bureau. « Je n'ai pas besoin de 2 semaines. » Elle esquissa un léger sourire. « Mon grand-père disait toujours, quand tu trouves une bonne terre, plantis tes graines. » Elle se leva. « Ce n'est pas ma terre, mon général. Je respecte profondément ce que vous faites ici. Je suis heureuse d'avoir pu aider. Mais ma place est avec mes serfs, ma famille, et un travail que je comprends. » La déception de Callahan était visible, mais il ne sembla pas surpris. « Je devais essayer. »« Je sais. » Anna lui tendit la main. « Merci de m'avoir fait confiance alors que vous n'aviez aucune raison de le faire. » Ils se serrèrent la main. Le général qui commandait la technologie et l'agricultrice qui commandait la compréhension. « Mademoiselle Miller, »
dit Callahan alors qu'elle atteignait la porte. Une dernière question. Elle se retourna. Quand vous êtes entré ici pour la première fois et que vous avez vu nos systèmes, saviez-vous immédiatement ce qui n'allait pas ? Anna sourit. Non. Mais j'ai su que quelque chose n'allait pas à cause de ce que je ne voyais pas. Et qu'est-ce que vous ne voyiez pas ? Quelqu'un regardait autre chose que ses écrans. Elle désigna le centre de commandement. Vous avez des baies vitrées donnant sur les équipements, des parois en verre pour observer l'infrastructure physique, mais personne ne la regardait. Tout le monde fixait les données. Elle marqua une pause. Ça m'a dit que le problème n'était pas ce que les ordinateurs vous montraient, c'était ce qu'ils vous empêchèrent de voir. Callahan resta silencieux, assimilant ses paroles. Donc la solution n'était pas technique. Non. La solution, c'était de se souvenir qu'il faut parfois lever les yeux. Elle le laissa là, debout dans son bureau, surplombant un centre de commandement qui fonctionnait de nouveau à la perfection. Sur le plateau opérationnel, Thomas Reynolds l'intercepta. « Vous partez ?» ?»« Oui. » Il chercha ses mots. « Vous comprenez les systèmes mieux que des gens bardés de doctorat. Vous pourriez... » « Je comprends un type de système, Dr Reynolds. Vous en comprenez un autre. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la rencontre de ces deux formes de savoir. » Anna sortit de sa poche une carte de visite faite à la main, avec le nom de son exploitation et un numéro de téléphone. « Si un jour vous voulez parler de serre, appelez-moi. Peut-être qu'on pourra apprendre l'un de l'autre. » Reynolds prit la carte comme s'il s'agissait d'un document classifié. « Les serres sont des systèmes complexes, dit-il doucement. Elles doivent être durables, efficaces, résilientes, exactement comme ce que nous construisons ici. Des outils différents, répondit Anna, mais les mêmes principes. » Elle se dirigea vers l'ascenseur. Le capitaine Evan Cole la rattrapa juste avant que les portes ne se ferment. « Mademoiselle Miller, je vous dois des excuses. » « Pourquoi ? Pour avoir douté de vous. Pour avoir pensé que vous ne pouviez rien nous apprendre d'utile. » Il détourna légèrement le regard, gêné. Anna répondit avec douceur. « Capitaine, vous faisiez votre travail. Vous êtes censé être sceptique envers les civils dans une installation sécurisée. C'est un bon jugement. » Elle appuya sur le bouton de l'ascenseur. « Mais vous savez ce qui m'a impressionné chez vous ?» Il leva les yeux. « Quand le général vous a ordonné de m'emmener au boîtier de jonction, vous n'avez pas hésité. Vous lui avez fait confiance, même si vous n'étiez pas d'accord. Ça, c'est de la discipline. Et c'est précieux. » Les portes s'ouvrirent. Anna entra. « Mademoiselle Miller, » lança Cole rapidement, « ce que vous avez dit tout à l'heure sur des gens intelligents qui construisent des systèmes si complexes qu'ils ne voient plus les problèmes simples. C'est vraiment ce qui s'est passé ?» Les portes commencèrent à se refermer. La voix d'Anna résonna une dernière fois dans le couloir. « Non, capitaine. Ce qui s'est passé, c'est que des gens intelligents ont oublié que la complexité n'est pas la sagesse, et que parfois, la question la plus simple est aussi la plus difficile à poser. » Les portes se fermèrent. 3 mois plus tard, Thomas Reynolds parcourut 90 minutes de route pour se rendre dans une exploitation de serre de l'Ashford Valley. Anna l'accueillit à l'entrée, vêtue du même pantalon de travail en toile et de la même veste en jean qu'elle portait le jour de la base. « Dr Reynolds, quelle surprise. Appelez-moi Raymond. » Il observa les rangées de structures en verre, les tours de culture verticale, les réseaux d'irrigation finement agencés. « Je voulais voir d'où vient ce que vous savez. »« Venez !» Elle le guida à travers la serre principale, près de 4000 mètres carrés d'environnement contrôlé avec une précision quasi chirurgicale. Tomates, poivrons, salades, herbes aromatiques, tout poussait en rangées impeccables, baignées de lumière. « Nous fournissons 18 restaurants et 4 chaînes d'alimentation, » expliqua Anna. « Production toute l'année, sans pesticides, avec 90% d'eau en moins que l'agriculture en plein champ. » Thomas Reynolds était fasciné. « Le contrôle climatique est divisé en 5 zones, » poursuivit-elle, chacune avec sa propre température et son propre taux d'humidité. C'est automatisé, mais on vérifie tout manuellement 2 fois par jour. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Si tout est automatisé, parce que l'automatisation peut échouer, ou, plus souvent encore, parce qu'elle peut être correcte en moyenne, mais fausse pour des plantes bien précises. » Elle s'arrêta devant un carré de basilic. Cette variété est censée s'épanouir à 22 degrés.
Mais ces plants-là, issus de ces graines-là, se portent mieux à 23. Aucun ordinateur ne peut le deviner. Moi, je le sais parce que je les observe. Reynolds sortit alors un petit appareil de sa poche. En parlant d'observation, je vous ai apporté quelque chose. C'était une suite de capteurs compacte et élégante. Ça mesure la température, l'humidité, le CO2, même le taux de croissance des plantes par laser. Je l'ai conçue après ce qui s'est passé à la base. Elle n'est pas faite pour remplacer l'observation. Elle est là pour la renforcer. Anna l'examina attentivement. C'est un travail magnifique, dit-elle sincèrement. Peut-être que ça pourrait m'aider ici, et peut-être que ça pourrait aussi m'aider à comprendre ce que vous comprenez. Elle sourit. Vous voulez apprendre comment fonctionnent les serres ? Je veux apprendre à gérer des systèmes que je ne peux pas contrôler totalement. C'est exactement ce qui nous pose problème dans la technologie militaire. Nous construisons des choses si complexes que nous ne pouvons plus prédire leur comportement. Il balaya la serre du regard. Vos systèmes sont complexes eux aussi, mais vous les gérez différemment. Parce que j'ai appris très tôt que je ne pouvais pas contrôler la nature, répondit Anna. Seulement travailler avec elle. Elle fit un geste circulaire. Tout ici est vivant. Ça grandit, ça évolue, ça change en permanence. Mon travail n'est pas de dominer ce processus, mais de créer les conditions pour que la vie prospère d'elle-même. Reynolds hocha lentement la tête. C'est l'exact opposé de la logique militaire. Peut-être, ou peut-être que c'est simplement une autre manière d'atteindre le même objectif. Construire des systèmes fiables, même quand les conditions changent. Ils passèrent les 3 heures suivantes à parcourir l'exploitation. Reynolds posa des dizaines, puis des centaines de questions. Anna répondit à toutes, illustrant souvent des principes physiques que ses capteurs pouvaient mesurer, mais auxquels ils n'avaient jamais pensé prêter attention. Quand le soleil commença à se coucher, ils s'arrêtèrent devant la serre principale, illuminée de l'intérieur comme une cathédrale de verre. « J'ai eu une proposition, » dit Reynolds. « Pas une offre d'emploi. J'ai compris que ça ne marcherait pas, mais une collaboration. Je voudrais amener mon équipe d'ingénieurs ici, tous les trimestres, qu'ils voient comment vous gérez la complexité. Peut-être que ça nous apprendra à concevoir de meilleurs systèmes. » Anna réfléchit un instant. « Est-ce qu'ils écouteront après ce qui s'est passé ? » ?»« Oui, vous avez prouvé quelque chose qu'aucun article académique ne pourra jamais démontrer. Parfois, la meilleure solution vient d'un regard différent. » Elle acquiesça. « D'accord, mais à une condition. » « Laquelle ? » ?»« Vos ingénieurs devront travailler ici, pas seulement observer, se salir les mains, planter, regarder les choses pousser, comprendre la différence entre des données sur la vie et la vie elle-même. » Reynolds éclata de rire. Certains vont détester ça. Ceux qui détesteront en auront le plus besoin. Ils se serrèrent la main. Lorsque Reynolds reprit la route, Anna retourna à sa serre. Il y avait du travail, il y en avait toujours. Des pneus et semis à repiquer, des systèmes à vérifier, des problèmes à anticiper. Son téléphone vibra. Un message du général Richard Callahan. Le docteur Reynolds m'a fait un compte-rendu de sa visite. Son équipe commencera à se former avec vous le mois prochain. On m'a dit qu'ils sont terrifiés. Parfait. Merci de nous avoir appris que tout ce qui est important n'a pas besoin d'un ordinateur. Anna sourit et rangea son téléphone. Puis, elle éteignit sa tablette, ignora les alertes automatisées et passa l'heure suivante à marcher lentement entre les rangées de plantes, observant, écoutant, ressentant, comprenant d'une manière qu'aucune machine ne pourrait jamais reproduire. Parce que certaines formes d'intelligence ne viennent pas de la puissance de calcul. Elles naissent de la sagesse qui sait quand faire confiance à la machine et quand faire confiance à ce qui est vivant.